Donc, bienvenue à cet atelier technique sur le satellite SWOT pour l'estimation des eaux de surface. Je m'appelle Daniel Nadeau, je suis professeur au département de génie civil et de génie des eaux de l'Université Laval et je suis co-responsable de l'axe disponibilité de Centro. Comme vous le savez sûrement, Centro, c'est un regroupement stratégique qui est financé par les fonds de recherche du Québec et qui vise à étudier la gestion et la gouvernance de l'eau. SWOT, pour Surface Water and Ocean Topography, c'est une mission spatiale qui est dirigée par la NASA et le CNES en France avec la participation de l'Agence spatiale canadienne et celle du Royaume-Uni. Le lancement est prévu pour 2022. On s'attend à rien de moins qu'une percée majeure dans les domaines de l'hydrologie et de l'hydraulique grâce à cette mission. Elle va nous permettre d'améliorer de façon substantielle notre façon de quantifier les eaux de surface. L'objectif de l'atelier technique d'aujourd'hui, c'est de présenter les bases de SWOT, les différents produits qui vont être disponibles, les enjeux et les applications en hydrologie et en hydraulique. Un petit mot sur notre conférencière. Mélanie Trudel est membre de Centro et professeure au département de génie civil et du bâtiment de l'Université de Sherbrooke. Elle est spécialiste de la modélisation hydrologique et hydraulique, de l'impact des changements climatiques, ainsi que de la télédétection pour la gestion de la ressource en eau. Elle est impliquée dans SWOT depuis 2014 en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne et Environnement et Changement climatique Canada. Elle est membre du SWOT Science Team. Elle agit en tant que co-chercheuse principale du projet SNORCS pour SWOT and Northern Lakes. Donc, je remercie beaucoup Mélanie de prendre du temps aujourd'hui pour nous aider à y voir plus clair avec toutes les potentialités de cette approche. À toi la parole. Merci Daniel pour la présentation. Merci à Centro aussi d'organiser cet atelier technique sur SWOT afin de démystifier le satellite. Donc, SWOT, c'est la télédétection et la ressource en eau. Donc, je suis très, très heureuse de vous voir tous. Je ne vois pas tous les noms, mais je sens qu'il y en a beaucoup aujourd'hui pour la présentation. Donc, commence le plan de la présentation. Qu'est-ce qui est prévu? Le temps est approximatif, ça va dépendre des questions. La première partie se veut sur les bases de SWOT et sur les produits SWOT. Vraiment, qu'est-ce qui distingue SWOT des autres satellites, puis comment on va pouvoir utiliser les différents produits. Une présentation de 2 heures, c'est quand même bien d'avoir une pause au milieu pour aller chercher un café ou se dégourdir les jambes. Et ce sera aussi l'occasion de répondre à certaines questions, d'avoir certaines discussions en lien avec ce que j'aurais présenté juste avant. Dans la deuxième partie, je propose de discuter de certains enjeux qui sont encore, pour certains, en suspens avec SWOT et d'aborder différentes applications en hydrologie, en hydraulique. Cette partie-là est un peu plus ouverte. Actuellement, il y a beaucoup de recherches qui se fait en amont, si on peut dire, pour le développement des algorithmes de SWOT. Donc, au niveau des applications, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, mais qui ne sont pas encore publiées. Donc, certaines applications sont déjà publiées. Donc, je vais vous présenter différentes applications et terminer encore avec une période de discussion pour répondre aux questions que je n'aurais pas répondues en cours de route. Pour tout ce qui est des crédits photos, des références, plutôt que d'alourdir la présentation puis de les mettre à chaque diapositive, à la fin, il y a des diapositives qui listent toutes les références qui sont classées selon d'abord les bases de SWOT et les produits SWOT, les différents enjeux, puis ensuite les applications hydrologie, hydraulique. Donc, à la fin, je vais bien vous présenter ces 3 diapos-là. Comme c'est enregistré, vous pourrez aller voir l'ensemble des références qui ont été utilisées dans le cadre de la présentation ici, mais ça alourdissait beaucoup la présentation si je venais les mettre à chaque diapo. Donc, comme Daniel le mentionnait, SWOT, c'est une collaboration entre la NASA. D'abord, c'est vraiment dirigé par la NASA puis le Centre national d'études spatiales en France. Donc, c'est une mission américaine et française
avec une collaboration de l'Agence spatiale canadienne et de l'Agence spatiale britannique. SWOT, c'est comme objectif de mesurer les niveaux d'eau à haute résolution pour les eaux océaniques et intérieures. Donc, la présentation d'aujourd'hui va porter uniquement sur les eaux intérieures, donc toute la partie océan, qui est une très grosse partie de SWOT également. Je ne l'aborde pas aujourd'hui, puis non plus tard, parce que ce n'est pas mon champ d'expertise. Donc, les produits SWOT, il va y avoir tout ce qu'on appelle le low resolution puis le high resolution. Donc le high resolution, c'est les eaux intérieures. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le lancement est prévu pour fin 2022. Donc, la date qu'on a, c'est 18 novembre 2022 pour le moment. Donc, si ça ne change pas. La durée minimale de la mission est prévue pour 3 ans. SWOT n'est actuellement pas un satellite opérationnel. C'est un satellite, on pourrait dire, scientifique. Donc, pour le moment, il y a une durée de vie de 3 ans. Il y a un horizon probable de 5 ans, mais ce n'est pas actuellement un satellite opérationnel. C'est un nouveau concept de capteur. Donc, il n'y a pas encore de pérennité qui est assurée au niveau de SWOT. On l'espère, mais ça sera à démontrer. Donc, juste avant de vous parler plus en détail de SWOT, je voulais juste vous faire un survol de ce qui existe actuellement pour mesurer les étendues d'eau puis les niveaux d'eau à l'aide de la télédétection. Donc, il existe une panoplie d'altimètres depuis plusieurs années. JASON, Topex, Sentinel-6. Donc, ce sont des altimètres qui vont envoyer un signal qui va revenir vers un capteur pour mesurer une élévation. L'enjeu avec les altimètres, c'est la résolution spatiale. C'est des satellites qui sont plutôt conçus pour les eaux océaniques. Et donc, on va avoir là, une empreinte au sol de quelques kilomètres. Et si notre plan d'eau est petit, bien, on va avoir des pixels qui vont être mixtes et ça va être difficile d'extraire les niveaux d'eau pour les eaux intérieures. C'est possible pour des très grands plans d'eau de le faire, mais pour des plus petits plans d'eau, c'est difficile. Pour ce qui est des étendues d'eau, on peut le faire avec des satellites en visible, Landsat, Sentinel-2, une résolution qui peut être de l'ordre de 10 à 30 mètres. L'enjeu, c'est les nuages, et puis on va mesurer l'étendue d'eau. Si on a une bonne qualité de modèle numérique de terrain par LIDAR, par exemple, peut-être qu'il est possible d'aller chercher une élévation, mais il va falloir utiliser d'autres données. Les radars à synthèse d'ouverture, les RSO, donc Sentinel-1, puis toute la série RadarSat, donc RadarSat 1, 2, RadarSat Constellation, RCM, donc vont également être en mesure de mesurer les étendues d'eau. Donc, le radar va envoyer un signal avec un angle d'incidence qui va varier disons, de 20 à 40 degrés. Et donc, le plan d'eau aux fréquences qui sont utilisées, donc on parle ici de bande C, donc le signal va être complètement réfléchi. On peut voir la végétation inondée, donc il va y avoir une double réflexion qui va se faire vers le capteur. Le signal va être fort. Pour un sol, mais ça va être diffus, donc ça va être entre les deux. Donc, avec le capteur radar, on est en mesure de détecter les zones qui sont inondées. Puis, on est capable aussi de détecter la végétation inondée à des résolutions qui vont être de l'ordre de, disons, 5 à 50 mètres. RadarSat RCM a une résolution variable là, qui peut aller de 5 à 100 mètres même. Sentinel-1 aux alentours de 10 mètres. Donc, ça, c'est ce qui existe actuellement. Encore là, pour les RSO, bien, on est dans les étendues d'eau. Aller chercher les niveaux d'eau, c'est plus complexe. Donc, SWOT, c'est vraiment un nouveau concept de capteur altimétrique. Comme je l'ai dit des fois, là, les Français nous disent que c'est une rupture par rapport aux capteurs existants. Donc, c'est vraiment un nouveau concept.
d'abord, c'est un interféromètre radar, donc c'est 2 antennes et sur un même satellite en bande Ka, donc une fréquence plus élevée et avec un angle d'incidence qui est très, très proche du nadir, donc 0,6 degrés à 4 degrés à peu près, proche du nadir. Ce qui fait que par interférométrie, on est capable de venir évaluer l'élévation. Je n'irai pas dans le détail de l'interférométrie ici. Je considère que je m'adresse à des gens dans le domaine de l'eau et non des gens dans le domaine de la télédétection ou du traitement de signal. Mais en général, là, donc avec le capteur, avec l'interférométrie, on va être capable de venir évaluer l'élévation. Donc, la structure, si on peut dire, là, ici d'acquisition, donc on a une largeur de fauchée de 50 km de part et d'autre. Donc, il va y avoir 2 largeurs de fauchée au niveau SWOT. Et il y a un 20 km au milieu là, qui est pas visible par l'interféromètre radar. Il va y avoir un altimètre standard qui va être installé également sur SWOT qui va permettre dans cette zone-là de 20 km d'avoir une mesure altimétrique comme les altimètres JSON et compagnie. Et donc, on va avoir la résolution au niveau du signal ici va varier de 60 à 10 mètres et selon si on est proche du nadir ou si on est plus loin du nadir avec 6 mètres. Donc, ça, c'est vraiment la résolution brute au niveau du satellite. Ce n'est pas la résolution qu'on va avoir en termes de produit parce qu'on va devoir venir le traiter. Donc, ça, c'est vraiment le nouveau concept de satellite. Le fait qu'on est à bande Ka, le fait qu'on est proche du nadir, c'est ce qui distingue par rapport aux capteurs radar actuels et qui permet d'aller chercher l'élévation de l'eau. Il faudra pour SWOT quand même avoir, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas une réflexion spéculaire, mais que le signal va retourner vers le capteur. Mais pour être capable que le signal retourne vers le capteur, il va quand même falloir avoir des petites vaguelettes là, minuscules à la surface de l'eau. Si on a vraiment de l'eau qui est parfaitement calme, c'est probable qu'on ait des enjeux en termes de retour vers le capteur. Et c'est là qu'on va avoir ce qu'on appelle du dark water qui va être classifié dans les produits SWOT, qui est une portion où il n'y a pas de signal qui est retourné vers le capteur. Donc, c'est une possibilité. L'autre chose aussi, lorsqu'il y a de la pluie, si on a un événement de pluie de plus de 5 mm par heure, c'est encore un peu flou. La qualité qu'on aura au niveau du retour du signal. Et dans les produits, il va y avoir des flags qui vont nous indiquer la qualité du produit, donc du retour. Est-ce qu'il y a toujours pas de questions dans le chat? Donc, les objectifs au niveau de SWOT, c'est d'abord de cartographier les plans d'eau de plus de 6 hectares. Donc, il y a des objectifs au niveau des eaux intérieures en lien avec les lacs et réservoirs et il y a des objectifs en lien avec les rivières. Donc, pour les lacs et les réservoirs, on veut cartographier les plans d'eau de plus de 6 hectares. Donc, on veut avoir une étendue, donc calculer, mesurer l'étendue d'eau pour ces différents lacs-là. On veut aussi mesurer le niveau d'eau. Donc, pour tous ces lacs, réservoirs, zones humides, donc ça inclut les milieux humides dont la superficie dépasse 6 hectares, ce qui donne 250 mètres par 250 mètres. On espère que ce sera 100 mètres par 100 mètres. On veut mesurer les niveaux d'eau. Toutefois, la précision verticale de 10 cm, donc qui est le requis SWOT, c'est lorsque la valeur est moyennée sur 1 km². Donc, lorsqu'on aura des observations sur moins d'1 km², il est probable que la précision verticale
il n'est pas possible, pas probable. Donc, il n'est pas dans le requis du design du satellite que la précision verticale soit de moins de 10 cm. Donc, si on est plus petit qu'1 km². Donc, lorsqu'on est moyenné sur 1 km², le requis, c'est d'être une précision verticale de 10 cm. On va quand même avoir de l'information pour tous les plans d'eau de plus de 6 hectares. Il y a aussi l'objectif ici d'estimer les variations de volume pour tous les lacs et réservoirs. Et dans l'estimation de variation de volume, il n'y a pas de requis en termes de précision qui est spécifié dans la mission. Donc, c'est vraiment un aspect un petit peu plus exploratoire où on va estimer les variations de volume, mais dans le design de la mission, il n'y avait pas de requis de précision lié à cet élément-là. Donc, on va un peu le découvrir lorsque le satellite va être en orbite, puis qu'on va faire on va analyser les données, puis qu'on va pouvoir s'amuser avec ça. Pour les rivières, donc, l'objectif, c'est de mesurer les niveaux d'eau pour les rivières dont la largeur dépasse 100 mètres et possiblement 50 mètres. Donc, c'est ce qu'on espère. La base de données a priori, je vais en parler un petit peu après, elle va jusqu'à 30 mètres à peu près de largeur de rivière. Donc, pour l'instant, le requis, c'est 100 mètres, mais on a bon espoir d'être à 50 mètres. Mais la précision verticale de 10 cm, c'est encore lorsque c'est moyenné sur 1 km². Donc, je vais y revenir, mais on va avoir des tronçons de rivières qui vont être variables, donc en général 10 km pour les rivières de 100 mètres, mais ça pourrait être un petit peu plus, un petit peu moins pour avoir le moyenné sur 1 km². Pour les rivières, il y a aussi une mesure des pentes qui va être réalisée et pour la pente, on a une précision verticale d'1,7 cm par kilomètre qui est dans les requis SWOT. Et on souhaite aussi estimer les débits. Pour les débits, vous voyez, c'est estimé. C'est comme pour les variations de volume. Donc, on n'a pas de requis en termes de la mission sur la précision de l'estimation des débits. Donc, je vais y revenir sur les différentes méthodes, sur l'estimation des débits, mais c'est un peu pour voir comment on peut utiliser SWOT pour aider à estimer les débits en rivière. Mais il n'y a pas de garantie, si on peut dire. Hein. Quand je parle de requis, c'est que la NASA, le CNES, désigne le satellite en fonction des requis. Donc, ici, il n'y a pas un requis de précision sur les débits. Au niveau du déroulement de la mission, c'est un peu particulier, comme c'est un nouveau concept de capteur, il y a beaucoup de choses à explorer. Et donc, SWOT va être sur 2 orbites différentes. Donc, sur une orbite de calibration-validation et sur une orbite scientifique. Donc, l'orbite de calibration-validation n'est pas à la même altitude que l'orbite scientifique et il ne couvrira pas toute la planète. Il va couvrir uniquement certains secteurs et il aura toutefois une revisite journalière. Donc, on va avoir le lancement, si tout va bien, fin novembre 2022. Ensuite, on va avoir une période de 3 mois qu'on appelle le commissioning. Donc, c'est une période qui est nécessaire, là, qui est vraiment d'ingénierie, si on peut le dire, pour venir vérifier que les panneaux solaires se déploient bien, que les capteurs fonctionnent, etc. Donc, ça, c'est normal. Là. Donc, la NASA, le CNES vont venir vérifier le satellite. Ensuite, il va y avoir pendant 3 mois l'orbite de calibration, validation, où on va couvrir, comme je disais, seulement certaines parties de la planète, mais avec une répétition journalière.
Ensuite, on va avoir, le satellite va être sur son orbite scientifique. Donc, c'est ce qu'on voit ici, là. L'orbite de Calval plus 3. Donc, c'est lancement plus 3, lancement plus 6 mois. Donc, ici, c'est l'orbite scientifique. Donc, l'orbite scientifique va avoir un retour de 21 jours exact. Donc, mais on va le voir, là, on va aller s'amuser dans Google Earth pour voir qu'est-ce que ça dit au Québec. À peu près aux 10 jours, on va avoir une image. Donc, mais l'orbite exacte, c'est sur 21 jours et pratiquement toute la planète va être couverte. 90 de la planète est couverte. Vous allez voir, il y a des petits losanges là, qui ne sont pas couverts. Donc, si votre site d'étude tombe dans ce petit losange-là, vous n'aurez pas de... La durée de la mission est prévue pour 36 mois. Puis là, vous voyez ici, on a des produits qui vont être disponibles. Et j'aime bien vous montrer ici là, ce qu'on appelle un 3D Latency Goal. Et même si on regarde dans les... ça, c'est comme le CNES, là, qui est sur un 3D Latency Goal, la NASA sont plus sur un 45 jours. Ça veut dire que ce n'est pas un satellite near real time. Ce n'est pas un satellite, il n'est pas actuellement prévu pour avoir la donnée immédiatement après l'acquisition. Donc, on a un 3 jours de délai entre le moment de l'acquisition et là où la donnée est disponible. Actuellement, dans les documents officiels de la NASA, c'est mentionné 45 jours. Si vous allez voir les documents, vous allez voir. Il y a une grosse réflexion qui se fait sur le 3 jours. Est-ce que c'est possible, le 3 jours, parce que c'est quand même une grosse différence entre 3 jours et 45 jours, vous en conviendrez. Pour l'instant, ça semble dire que c'est possible, mais la décision finale n'est pas encore prise. Okay? Mais donc, il va y avoir un délai quand même, au mieux de 3 jours entre le moment de l'acquisition et le moment où on aura la donnée. C'est pour ça que, comme je l'ai dit depuis le début, c'est un satellite scientifique. Et peut-être qu'il deviendra opérationnel, mais pour le moment, c'est un satellite scientifique. Et il va y avoir les produits qui vont être retraités à certaines périodes dans la mission. Donc, on va avoir d'abord un premier produit bêta. Il va y avoir un retraitement, là, un reprocessing de toutes les données en ayant mis à jour les algorithmes à différents moments dans la mission. Donc, je vais vous en parler dans quelques instants, des bases de données a priori. Puis les bases de données a priori vont être mises à jour aussi après 1 an de mission. Et à la fin de la mission, et on va retraiter toutes les données rétroactivement avec les algorithmes qui auront été mis à jour, tout ce qu'on aura découvert avec le satellite. Donc là, pour ce qui est de l'orbite, je me suis dit que ça serait bien d'aller sur... attendez un petit peu, je pense bien que il faut que je change mon partage d'écran. Vous voyez bien Google Earth? Oui. Merci. Donc, juste pour voir à peu près, ça va ressembler à quoi la disponibilité des données pour nous au Québec. Bon, moi, je suis de Sherbrooke, donc allons à Sherbrooke, puis ça, on ira ailleurs si vous voulez. S'il y a des demandes spéciales, vous pouvez les écrire dans le chat. Mais donc, si je regarde la rivière Saint-François, par exemple, à Sherbrooke, donc, je vais avoir une donnée sur une portion de la rivière qu'on voit ici en vert, donc le jour 13 de l'orbite. Okay? Et je vais avoir aussi une image de toute cette portion-là ici, le jour 10 de la mission. Puis ensuite, bien, pour ce qui est de Sherbrooke et la rivière Saint-François, je vais avoir 10, 13, pour ça 10, 13, sur l'orbite de 21 jours. Donc, ça va de 1 jusqu'à 21. Donc, je vais avoir 2 images à 3 jours d'intervalle, puis après ça, ça va prendre une vingtaine de jours avant que j'ai
j'ai une image sur la rivière Saint-François. Si je regarde sur le Grand Lac Saint-François, c'est ici, mettons qu'on va au Grand Lac Saint-François. Donc, j'ai une image complète du Grand Lac Saint-François à la journée 20. Et j'ai une autre image complète du Grand Lac Saint-François à la journée 13 de l'orbite. J'ai une image complète à la journée 10 de l'orbite. Et j'ai une image partielle du Grand Lac Saint-François pour la journée 2. La question dans le chat, est-ce que l'Afrique sera couverte? C'est toute la planète qui sera couverte. OK? Donc, si je viens ici et je regarde, je vais dézoomer là. Donc, je ne vais pas penser qu'on aurait des collègues africains dans la rencontre d'aujourd'hui. J'avais pris des exemples du Québec, mais on va avoir ici là, toutes les orbites. Pour tout ce qui est du désert ici, il y a quand même des groupes du SWOT Science Team qui travaillent dans ces régions-là ici. Donc oui, ça va être sur l'ensemble de la planète. Juste vous montrer peut-être aussi, je voulais aller sur le lac Saint-Jean. Donc, si on regardait c'est quoi les données qui vont être disponibles pour le lac Saint-Jean, qui est quand même un plan d'eau assez grand. Donc, on va avoir quand même une couverture complète. On voit ici la journée 20 de l'orbite. Partielle, la journée 14. Ensuite, un autre partiel, la journée 10. Et quasi complet, la journée 3. Donc, on va avoir 4 passages dans l'orbite de 21 jours pour le secteur. Bon, là, on va aller en faire un autre. La personne la plus rapide, c'est Amine sur la Chaudière. Donc, est-ce qu'on s'intéresse à quelle portion de la Chaudière? Bon, comme ça, disons. Et donc là, on peut voir la rivière Chaudière, on peut avoir des portions, on l'a quand même pas mal tout au complet ici, la journée 20. OK? Puis ensuite, on va avoir quand même une très bonne portion ici, la journée 13. Partiellement ici, vous voyez donc la journée 2 et la journée 10. Et juste pour si jamais vous voulez vous amuser, donc pour voir vos secteurs spécifiques, bien, ce KML-là, il est disponible sur le site d'Aviso. Là, il est à la fin de mes références. Donc, vous pouvez le télécharger, puis regarder les différentes passes qui sont disponibles sur vos secteurs d'études. Pour les dates de passage, l'enjeu, c'est que ça va dépendre, la date exacte de passage, là, ça va dépendre de quand le satellite va être lancé. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a, c'est l'orbite en fonction du nombre de jours, mais vous pouvez imaginer que vous partez, puis là, ben, vous additionnez les jours, puis à tous les 21 jours, on recommence. On a différents simulateurs qui ont été développés qui assument un lancement le 18 novembre 2022. Puis là, on a les dates où on aurait des passages, mais si jamais il y a un décalage en termes de lancement du satellite, c'est sûr que ça va décaler ou s'il y a des enjeux en termes de calibration, de modification d'orbite, etc. Ça se peut qu'il y ait des petits enjeux. Fait que la date exacte, on ne les a pas, ça va dépendre du lancement, mais la récurrence, on peut dire, là, donc ça, tout est inscrit là, dans les passages. Donc, par exemple, ici, c'est la journée 10 de l'orbite de 21 jours. Et ici, c'est la journée 2 de l'orbite de 21 jours. Donc, quand on arrive à 21, après ça, on retombe à la journée 1. Ça répond aux questions que j'avais dans le chat.
Ah bon, dans quelle mesure le gel, dégel des lacs affectera les informations récoltées? Je vais en parler tantôt. Okay. Je vais en parler dans les enjeux. Je vais retourner à la présentation. C'est pas que je ne vais pas y répondre tout de suite, mais je vais vraiment vous en parler tout à l'heure. Donc, juste vous montrer aussi l'orbite Calval au-dessus du Québec. Donc, c'est la ligne rouge qu'on voit ici. Donc, ça, c'est l'orbite de calibration-validation qui, pendant une période je ne l'ai pas pour l'Afrique, le Calval, mais tout ça est disponible sur le site d'Aviso. Donc, si vous allez sur le site du CNES, là, dans le fond, où on retrouve les informations sur SWOT, vous pouvez télécharger aussi en KML ou en shapefile, c'est comme vous voulez, les orbites, autant l'orbite scientifique que l'orbite de calibration-validation. Donc, l'orbite de calibration-validation va passer sur le bassin versant sur la rivière Saint-François avec le Grand Lac Saint-François, la Chaudière aussi, hein, on parlait de la Chaudière tout à l'heure, Manic, etc. Mais bon, si vous comptez comme moi, novembre 2018, le lancement, novembre, décembre, janvier, février, ça veut dire que l'orbite de Calval commence fin février, donc février, mars, avril, mai. Donc, on va être dans une partie sous glace, puis une partie sans glace, dépendamment de où on est au Québec. Pour ce qui est de Sherbrooke, on est exactement dans la période de fond du couvert de glace. Donc, on va l'étudier dans le cadre de l'orbite de Calval précisément, donc pour le secteur de Sherbrooke. Et ce que vous voyez là à l'écran, c'est ce qu'on appelle la base de données a priori. Donc, je l'ai mis pour le Québec. Donc, vous pourrez aller voir, elle est téléchargeable aussi, donc la base de données SWORD, qui permet de voir quelle rivière au Québec va être vue et où on va avoir des données pour le Québec. Donc, ça nous donne ici une idée. Vous voyez que c'est quand même les rivières de 30 mètres et plus, là, 50 mètres probablement. Et cette base de données-là, elle est divisée en tronçons de 10 km au maximum. Ça peut être, mais des fois, ça arrive que c'est 20 km, là, mais grosso modo, c'est autour de 10 km. Mais ils ont aussi fait un travail phénoménal pour faire des tronçons qui sont séparés lorsqu'il y a des barrages, puis lorsqu'il y a des confluences. Donc, on a la même chose aussi en termes de base de données pour la base de données a priori pour les lacs, donc pour toutes les entités de 6 hectares et plus. Et puis, bon, j'aime bien rappeler qu'en superficie, 62% des lacs sur la planète sont situés au Canada. Donc, on a quand même pas mal de superficie de lacs. Donc, 62% des lacs de la base de données sont situés au Canada. Donc, il va y avoir une base de données a priori au niveau des lacs également. Elle est plus ou moins publique actuellement, mais elle devrait être disponible au cours de la prochaine année. Donc, à travers le simulateur, je vous en reparle tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer un peu des exemples de ce que ça implique, cette base de données a priori en termes de lacs et de rivières pour différents secteurs. Si on regarde le secteur de la rivière, du bassin versant de la rivière Saint-François, donc ici en différentes couleurs, j'ai mis les différents tronçons. Donc, lorsque la présence d'un barrage, donc si on regarde dans ce secteur-ci, par exemple, bien, on a des barrages et puis le tronçon va être arrêté au barrage. Même chose lorsqu'il y a des confluences, il n'y aura pas de tronçon qui va traverser une grosse confluence. Donc, ça, c'est déjà disponible au niveau de la base de données a priori. On va avoir la même base de données a priori ici pour les lacs. Donc, toutes les entités de 6 hectares et plus vont être, les plans d'eau vont être représentés.
Puis là, bon, mais ça, c'est mon secteur, mais je voulais vous présenter d'autres secteurs. Par exemple, pour le secteur de Manicouagan, à quoi ça va ressembler. Donc, vous voyez que pour les lacs, certains lacs qui sont connectés, on va à la fois avoir des produits rivières et des produits lacs qui sont disponibles. Dans certains cas, avec le temps, ça se peut que des produits rivières et ou lacs, que la base de données soit mise à jour. Mais pour l'instant, ils sont dans les deux bases de données. Pour les lacs, c'est plus intense dans le secteur. Donc, on a vraiment beaucoup d'entités. Là, je n'ai pas mis les contours là, pour distinguer chacun des éléments, mais c'est parce que c'est quasiment illisible. Mais donc, ça donne un peu une idée de tout ce qu'on aura en termes de lacs. Je voulais vous les montrer la Gaspésie aussi, juste pour que vous puissiez voir qu'il y a des secteurs que ça va être beaucoup moins couvert. S'il n'y a pas de rivière de largeur suffisamment large, là, de 50 mètres et plus, puis s'il n'y a pas une grande quantité de lacs, bien c'est des secteurs où, au niveau de SWOT, il n'y aura peut-être pas un grand nombre de données. Donc là, je vois que je prends comme plus de temps que je pensais, mais je continue. Donc, au niveau des produits SWOT, donc ça, c'est vraiment là, les bases de SWOT en termes d'orbite, en termes de type d'acquisition de données, etc. Maintenant, les données vont être traitées et vont être disponibles en différents formats, des formats soit NetCDF, soit des formats Shapefile. Au niveau des produits qui sont intéressants, ben, le premier produit de plus brut, c'est ce qu'on appelle le nuage de points, le Pixel Cloud, qui va être disponible. On a ensuite un produit raster qui va être mis à l'échelle sur, ben, dans le fond, juste respatialiser le Pixel Cloud. Je vais revenir sur cette question-là. Les niveaux d'eau simulés, je vais revenir, Hamid, sur ta question dans le chat. Donc, ici, on a un produit Pixel Cloud qui est le produit brut, qui est un premier traitement, ensuite le produit raster. Et après ça, on va avoir une série de produits en format Shapefile, donc le produit rivière Single Pass, donc à chaque couverture, puis un produit Average, donc sur le cycle de 21 jours, et la même chose pour les lacs. Il y a aussi un produit Floodplain qui est prévu. Aujourd'hui, je ne vais vous parler ni du produit Floodplain, ni du produit Average, puisque la description des produits n'a pas encore été finalisée puis approuvée. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le Pixel Cloud, le raster et les produits Shapefile Single Pass. Okay? Il va déjà vous donner une idée de vers où on s'en va en termes de produits. Donc, le Pixel Cloud, c'est vraiment la donnée, entre guillemets, brute du satellite. Donc, c'est dans le retour du satellite. Donc, ça ne va pas suivre une grille uniforme, si on peut dire, là. Et on va avoir de l'information sur l'élévation et on va avoir de l'information sur la classification. Donc, la classification se fait par le contraste en termes de rétrodiffusion qu'on a entre l'eau et le sol, donc le non-eau. Donc, vu que le signal est très, très proche du nadir, bien, il va y avoir une forte contribution, donc une forte rétrodiffusion pour l'eau et une plus faible pour les terres autour, ce qui est le contraire en radar RSO pour ceux qui sont du domaine de la télédétection. Et donc, dans le Pixel Cloud, il va y avoir une classification entre ce qui est de l'eau proche des berges, de la terre proche des berges et aussi du dark water, ce que je parlais tout à l'heure, qui est lorsque il n'y a pas de retour vers le capteur. Et juste un des enjeux avec SWOT, imaginez ici une tuile d'à peu près, là, les tuiles sont, je pense qu'il est marqué ici, là, vous voyez, là, 64 par 64
kilomètres, là, ça vous donne une idée. Une tuile, ça varie si jamais il y a plus ou moins d'eau dans la tuile, de 0,3 à 2,9 gigs à chaque fois, donc par jour sur la planète. Donc, un des gros enjeux avec SWOT, c'est le transfert de données. Donc, lorsque au SWOT Science Team, on parle, ils présentent les graphiques sur le volume de data, c'est des pétabytes. C'est énorme en termes de transfert de données. Okay? Donc, la tuile que vous téléchargez bien, va être quelque part, dépendamment de la quantité d'eau qu'il y a, quelque part entre 0,3 puis 3 G pour le pixel cloud. Ensuite, il va y avoir un produit raster qui va être ramené soit sur 100 mètres ou 250 mètres avec des tuiles de 128 km qui va être reprojeté en UTM, en format NetCDF. Puis on va avoir l'élévation, la superficie, puis la fraction de superficie. Et là, vous voyez là, que le volume est un peu moindre. Là. On va être autour de 2 à 400 MB. Et attention ici, la donnée va être en ellipsoïde. Donc, pour ceux que c'est nouveau, ce terme ellipsoïde, j'y reviens plus tard. Donc, il y a des produits qui vont être en ellipsoïde et puis il y a des produits qui vont être en géoïde. Donc, ça, c'est le standard data product. Mais il va aussi avoir la possibilité, au niveau du raster, d'avoir un produit spécifique. Donc, pour des utilisateurs qui voudraient avoir un format spécifique, ça va être possible de demander des tailles de grilles et autres qui sont plus spécifiques à un site d'études, par exemple. Pour ce qui est des produits shapefile, donc des produits vectorisés, donc les produits lacs et les produits rivières, il va d'abord avoir toute une hiérarchisation qui est faite pour être capable de reconnaître chacun des éléments donc, de notre base de données a priori qui va dépendre du bassin versant, sous-bassin versant et ainsi de suite. Il va y avoir un code aussi à la fin qui nous dit le type de data, là, si c'est une rivière, si c'est un lac qui est connecté à des rivières ou si c'est un lac qui est déconnecté. Ici, attention, déconnecté en termes de, il n'y a pas de rivière dans la base de données a priori SWOT, mais ça pourrait être connecté à une plus petite rivière. Présence d'un barrage également. Donc, cette topologie-là va être utilisée autant dans le produit lac que dans le produit rivière. Pour ce qui est du produit lac, donc, on part du pixel cloud, on s'en va vers le produit raster, puis ensuite, on a un polygone du lac. Donc, les données qui vont être fournies, ça va être le niveau d'eau, la superficie, puis la variation de volume, avec deux méthodes différentes de variation de volume. La donnée est en géoïde, c'est un géoïde mondial. Donc, ce n'est pas le géoïde canadien. Donc, il va falloir faire des conversions. Comment ça va fonctionner au niveau de la base de données? Parce que là, il y a une base de données a priori, puis ce qui va être observé, ça ne sera pas exactement la base de données a priori, parce qu'elle est fixe dans le temps, puis bien, on sait, la variation de superficie des lacs peut être assez grande selon les secteurs. Donc, ici, par exemple, tout ce qui est plein, ça va être ce qui est observé, puis on le voit ici, là. Donc, je ne veux pas... la base de données, a priori, ça va être tout ce qui est en pointillé ici. Et la donnée pleine, c'est ce qui est observé par SWOT. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la base de données a priori que s'il y a de l'eau, ça va être skippé, là. OK? Donc, on va avoir un premier produit qui va être le produit observé. Donc, c'est un peu à la fois dans la base de données a priori et observé par SWOT. Donc, ça va être le premier produit qui va être associé avec les entités. Ensuite, on va avoir la donnée, le shapefile prior, qui, ça va être séparé en fonction de la base de données a priori. Donc, ici, on aurait la même élévation d'eau. OK? Ici, on aurait
on va avoir ces deux entités-là ici, là, qui vont être associées au même élément de la base de données a priori. Puis ici, comme on a deux éléments de la base de données a priori, ils vont être séparés. Et celui-ci qui n'a pas été vu, ça va être un polygone, mais vide ici. Il va être quand même dans la base de données. Puis on va avoir un troisième qui est le unassign, qui va être tout ce qui est observé, mais qui n'est pas dans la base de données a priori, qui va nous aider après à mettre à jour la base de données a priori. Donc, il va y avoir toute cette façon-là de venir présenter les données au niveau des shapefiles en fonction de la base de données qui, elle, va aussi être mise à jour au fil de la mission. OK, ici. Il y a deux algorithmes qui vont être utilisés pour la variation de volume. Donc, on est vraiment dans une variation de volume, donc soit une méthode dite linéaire, soit une méthode dite quadratique. Et donc, on va avoir la superficie, puis l'élévation. Puis, à partir de ça, on va estimer la variation de volume. Et on est en train de travailler là, dans le cadre du projet SNORPS avec le groupe français pour venir tester, dans le fond, les algorithmes de variation de volume sur des lacs canadiens qui sont des lacs parfois plus complexes en termes de superficie puis de bathymétrie. Puis on essaie aussi de voir qu'est-ce qui va arriver avec les îles à l'intérieur, puis dans la base de données a priori aussi. Là, donc, avec l'équipe française, on cherchait un lac dans une île, dans un lac. Donc, ce genre de cas de figure-là. Donc, il y a encore beaucoup de choses à investiguer, mais c'est vers ça que le produit final s'en va. Pour ce qui est des rivières, le produit va être en deux, il va y avoir deux fichiers qui vont être disponibles, un fichier par reach puis un fichier par node. Donc, chaque reach, c'est les tronçons de 10 km plus ou moins, là, en fonction des barrages et des confluences que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, pour chaque reach, on va avoir un fichier shapefile. Puis, à l'intérieur de chacun des reach, on va avoir un produit node qui est comme des nœuds à tous les 200 mètres. Donc, qui suit la base de données a priori. Les données sont ici aussi en géoïde. On va avoir des niveaux d'eau, la pente, la largeur de la rivière, puis la superficie qui va être dans les différents champs là, disponibles dans le fichier shapefile. Il y a ensuite l'estimation des débits. Donc, l'estimation des débits, c'est quand même un enjeu, hein, parce que, dans le fond, on a de l'information sur la pente, le niveau de l'eau, mais on n'a pas d'informations nécessairement sur la bathymétrie ou la rugosité de la rivière. Et donc, il y a différents algorithmes qui vont être disponibles dans les produits SWOT. Il y a 5 algorithmes qui ont été développés. Si vous regardez dans la littérature, là, vous allez voir beaucoup d'articles qui investiguent là, dans cette direction-là, à savoir comment estimer les débits avec l'information qu'on a de SWOT. Essentiellement, les méthodes sont basées sur les lois d'écoulement. Donc, 5 méthodes ici que je liste qui vont être utilisées. Vous pourrez retrouver les références. Grosso modo, on va estimer au départ une valeur A0 ici là, qui n'est pas observable par SWOT. Et on va, dans le fond, l'utiliser là, pour estimer les débits. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'information a priori, si on peut dire, là, qui va être nécessaire pour estimer les débits. Donc, dans chacun des 5 algorithmes qui sont disponibles, il va y avoir 2 produits. Un produit qu'on appelle discharge, puis un produit qui est constraint. Donc, 2 versions. Une version où on applique la même chose partout sur toute la planète,
avec le même niveau d'information au niveau de la bathymétrie, par exemple, des rivières ou de notre connaissance des débits, par exemple, à des stations de jaugeage. Et il va y avoir un produit qui va être, qu'on dit, contraint, là, où ils vont utiliser les débits aux stations hydrométriques pour venir corriger l'estimation des débits par SWOT. Il est aussi possible de mettre à jour la base de données pour le calcul des débits de cette base de données-là contrainte, si on peut dire. Si on a de l'information supplémentaire avec sur la bathymétrie, par exemple, ou la rugosité. Donc là, actuellement, si vous téléchargez la base de données SWOT, vous n'aurez pas tous les paramètres qui sont utilisés pour le calcul des débits dans cette base de données-là. Mais la base de données scientifique va être disponible d'ici quelques semaines et ça va être possible de venir mettre à jour toute l'information dans la base de données a priori pour, dans le calcul du débit contraint, améliorer l'estimation du débit en fonction des connaissances qu'on a du territoire. Donc, par exemple, au Québec, toute l'information qu'on a sur la bathymétrie ou qu'on va avoir sur la bathymétrie dans le cadre d'InfoCru, par exemple, ou si un gestionnaire de barrage a de l'information sur des rivières, ça va être possible, et j'ai encore parlé avec l'équipe américaine hier, donc ça va être possible d'ici quelques semaines déjà, d'ici à quelques semaines, de venir mettre à jour cette base de données-là en fonction des données qu'on a plus particulières, peut-être précises qu'on a ici au Québec. Donc ça va être possible, puis il va y avoir ces deux niveaux de produits-là qui vont être disponibles au niveau des débits. Dans le chat, il restait une question sur les données de la base de données a priori sont disponibles sous forme de masque ou de niveau et étendue simulée. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais pour l'instant, la base de données a priori ne donne que les caractéristiques des tronçons, mais il n'y a pas de simulation qui ont été faites, là, donc il n'y a pas de niveau ou étendues qui ont été simulées pour la base de données a priori. C'est juste la topologie là, qui va être séparée là, en termes de tronçons, etc. Le satellite SWOT va surveiller la hauteur, la superficie et l'évolution du stock d'eau dans le temps pour des lacs de taille supérieure ou égale à 6 hectares, soit un contour de 250 mètres par 250 mètres. L'objectif est d'aller encore plus loin dans la performance en atteignant une superficie de 100 mètres par 100 mètres. Plus de 20 millions de lacs devraient être observés. Les produits fournis aux utilisateurs seront de deux types. Le produit Single Pass, lors d'un passage sur un lac, fournit la superficie, la hauteur d'eau et l'évolution du stock d'eau. Ce faisant, si l'on dispose de la bathymétrie du lac, c'est-à-dire le relief du fond du lac, on peut alors disposer de la valeur absolue du stock d'eau. Le produit moyenne par cycle fournit la hauteur et la superficie moyenne d'un lac par cycle de 21 jours. Au cours de ce cycle, un lac peut être observé une fois à l'équateur et jusqu'à 12 fois aux hautes latitudes. Dans certains cas, un lac est observé partiellement sur un passage et le complément est obtenu au cours du passage suivant. Dans ce cas, le produit permet une combinaison de la superficie. Ces deux produits permettront le suivi d'un lac au cours du temps. Par exemple, ici, celui d'Issyk-Kul au Kyrgyzstan. Le lac fait 180 km de long et on pourra surveiller sur l'année l'évolution de la hauteur et de la superficie de l'ensemble du lac. Le satellite SWOT va également surveiller les fleuves de largeur supérieure à 100 mètres. 3 produits seront délivrés aux utilisateurs. Ils ne seront calculés que pour les fleuves répertoriés dans une base de données préexistante. L'enregistrement y est fait par tronçon d'environ 10 km de long. Premier produit, le produit par tronçon. Lors du passage de SWOT sur un fleuve, les observations sont rattachées aux différents tronçons prédéfinis dans la base de données. Le produit fournit la valeur moyenne de la hauteur, de la largeur
de la pente et du débit du fleuve pour chaque tronçon. Deuxième produit, le produit par point. Le long de la ligne centrale du fleuve, un point est défini tous les 200 mètres. Le produit fournit la hauteur et la largeur du fleuve au niveau de chaque point. Enfin, le produit par cycle. Comme pour les lacs, un fleuve peut être observé 1, 2, 3, 4 fois et même jusqu'à 12 fois aux hautes latitudes par cycle de 21 jours. Pour chaque tronçon, le produit compile les informations disponibles obtenues durant l'ensemble du cycle. On estime actuellement que le nombre de tronçons de fleuves observés par SWOT sera de l'ordre de 200 000 sur l'ensemble des continents. Selon vos études expérimentales, je voudrais savoir si les données de débit simulées par SWOT sont assez rigoureuses pour une étude hydrologique. En d'autres termes, pensez-vous que les données de débit simulées peuvent remplacer celles des données in situ? Remplacer, compléter, peut-être. Remplacer, je pense que s'il y a déjà des stations hydrométriques, je pense que c'est bien de compléter. De toute façon, on ne voudrait pas enlever les stations hydrométriques puisqu'on va avoir un produit amélioré lorsqu'il y a des stations hydrométriques. L'idée, je vais y revenir dans les applications d'hydrologie, le pourcentage varie beaucoup d'une rivière à l'autre, d'une méthode à l'autre, le pourcentage de précision, puis le pourcentage de précision entre le produit discharge de base et le produit contraint varie beaucoup, mais on peut avoir dans les bonnes situations, là, retrouver la précision qu'on a en termes des stations hydrométriques qui, on le sait, ne sont pas parfaites elles non plus. Et donc, l'idée, c'est vraiment de venir combiner où on va avoir une information qui est spatialisée à chaque tronçon de 10 km, donc chose qu'on n'a pas avec une station hydrométrique qui est localisée. Donc, les études qui se font actuellement en lien avec l'utilisation des données de débit pour, par exemple, le calage des modèles hydrologiques, bien, c'est vraiment de combiner les différentes sources de données, voir qu'est-ce que ça peut amener. Là. Puis, l'article de Frassen que je cite à la fin, là, puis c'est l'équipe de Mike Duran aussi qui travaille beaucoup sur ça. Ils ont fait des expériences sur plusieurs rivières aux États-Unis pour évaluer là, la précision des différents produits, des différents produits débit. Et je dirais que c'est assez variable selon les rivières et les méthodes. Donc, l'idée, ça va être un peu d'identifier dans quelle situation, pour une rivière donnée, c'est ce qu'on veut, un des éléments qu'on veut évaluer, c'est est-ce que telle méthode va être mieux sur tel type de rivière, etc., quand on va avoir les données. Moi, j'avais une question, Mélanie, avant qu'on recommence, là. Je demandais, est-ce qu'il y a des enjeux géopolitiques dans des bassins versants transfrontaliers, d'espionnage hydrologique, de trucs comme ça? Est-ce que c'est abordé ou pas du tout? Bien, en fait, ça fait partie des raisons de pourquoi SWOT. Donc, tout cet aspect-là là, de bassins transfrontaliers dans certains pays en conflit, là, le fait d'avoir le satellite SWOT va donner accès à cette information-là à tout le monde. Donc, non, il n'y aura pas de restriction d'accès à certaines données dans le cadre de SWOT pour les bassins transfrontaliers. La donnée va être disponible de manière publique, tous les tronçons, tous les bassins, tous les plans d'eau. Puis okay. Ça va fort probablement aider dans certains secteurs. Nuire, en tout cas, ça dépendra. Mais bref, sur les accords politiques. Mais bref, ça va aider à avoir des données plus justes. OK. Merci. Bien, je te laisse démarrer la deuxième partie là, de l'atelier. Parfait. Donc, dans la deuxième partie, je voulais plus vous parler des différents enjeux qui sont liés avec le satellite SWOT. Certains enjeux c'est plus pour souligner. Attention.
Puis certains enjeux sont vraiment, on ne le sait pas encore. OK? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, le premier enjeu, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment la nuance entre ellipsoïde puis géoïde. Donc, un ellipsoïde, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi? C'est vraiment une distance là, qui est calculée, on peut dire, là, si on imagine la Terre ronde puis notre satellite. Donc, c'est une distance constante là, en fonction de l'orbite du satellite. Donc, on va avoir notre ellipsoïde, ce qui, dans les faits, dans un modèle hydraulique, est plus ou moins utile d'avoir une élévation en ellipsoïde, puisque, en bout de piste, ce qui vous intéresse, c'est en lien avec la gravité. Hein? Donc, dans nos équations, l'eau suit la gravité, dans le fond. Donc, on voudrait avoir plutôt une courbe qui est à gravité constante, si on peut dire. Donc, les géoïdes lorsqu'on va utiliser des données dans nos modèles, on va utiliser les données en géoïde et non en ellipsoïde pour avoir une ligne, dans le fond, où la gravité va être constante, ce qui va être plus pratique. Sauf que ça change dans le temps, ça change spatialement, les méthodes pour l'estimer, ça varie. Donc, les géoïdes, c'est pour ça que j'ai mis un S à géoïde là, dans le sous-titre, c'est qu'il y en a plusieurs et puis il faut s'assurer d'être dans le bon géoïde. Au Canada, là, entre l'ellipsoïde et le CGVD 1928 au Québec, dans le sud du Québec, grosso modo, on peut avoir 27 mètres de variation dans la valeur qui va être donnée. Donc, ce qui va être important, c'est de faire attention. Okay? Donc, si on utilise le produit Raster, on utilise le produit Pixel Cloud, il est donné en ellipsoïde. Donc, il va falloir faire une conversion d'ellipsoïde au géoïde qui est utilisé dans le cadre du projet. Et donc, au Canada, globalement, le géoïde qui est utilisé, c'est CGVD 2013. Au Québec, on utilise le CGVD 1928, mais époque 2010, donc mis à jour en 2010. Il est prévu qu'en 2023, il y ait un géoïde commun Canada, États-Unis, qui va être le même pour le Canada et les États-Unis en 2023. Je ne sais pas si ça va encore décaler, puisque la date a décalé déjà quelques fois. Et soit, la donnée ne sera pas dans un géoïde local, elle va être dans un géoïde global. Donc, il va être en géoïde EGM 2008. Donc, lorsque vous allez recevoir la donnée brute de niveau d'eau de SWOT, il va y avoir une conversion à faire si vous voulez l'utiliser dans vos modèles hydrauliques, par exemple, ou si vous voulez une élévation d'eau qui est en lien avec la donnée LIDAR ou la bathymétrie que vous avez sur votre secteur d'études. Donc, juste faire attention, si on a un ellipsoïde, on change directement au géoïde qu'on utilise. Et si on a les produits Shapefile, il va y avoir une conversion à faire. Idéalement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe du géoïde EGM 2008 à l'ellipsoïde et ensuite au géoïde conjoint. Donc, nous, on a déjà des outils, des applications qui le font. Par exemple, pour Ressources naturelles Canada a des applications qui permettent de passer de CGVD 2013 à 1928 assez facilement. Donc, ce n'est pas un enjeu là, qui est attention, ça ne marchera pas. C'est juste un enjeu, attention, il va falloir utiliser la donnée correctement pour que ça soit cohérent avec les données, les autres données que vous avez sur votre site d'études. Donc, ça, c'était le premier élément, là, géoïde versus ellipsoïde à faire attention. Ensuite, lorsqu'on a des données radars, peu importe que ce soit des radars à synthèse d'ouverture ou que ce soit SWOT, il va y avoir un effet de recouvrement de layover.
Donc, ce qui arrive, c'est que selon l'angle d'incidence, s'il y a une présence d'une montagne, par exemple, on voit le signal qui arrive, bien, il va être réfléchi à deux endroits même différents, simultanément vers le capteur. Donc, ça va faire un effet de recouvrement dans l'image. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un lac ou une rivière qui est très, très, très là, enclavé, là, on parle plus, mettons, d'un fjord là, que juste des berges d'une rivière, là. Mais il va avoir potentiellement un effet de recouvrement qui va se produire et il pourrait y avoir des erreurs qui sont causées à ça. Qui sont causées par ça. Donc, ici, encore là, c'est par attention, dans des secteurs spécifiques où il y a des hautes montagnes qui entoureraient un lac, il va y avoir peut-être une perte de précision pour le signal. Il y a un article qui est sorti là, récemment là, de l'équipe de Michael Duran sur justement comment le layover va affecter. Donc, ils ont étudié sur plusieurs rivières, puis à la fin, ils concluent là, que, en général, là, ça va être négligeable. Je veux quand même le mentionner, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près tous les études de radar, l'effet du recouvrement. Donc ça a été déjà étudié, puis ça semble être négligeable par rapport à d'autres erreurs. Donc, je continue avec des erreurs. Donc, la présence de végétation, donc c'est un enjeu sur lequel on se penche dans mon équipe de recherche. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver quand, d'une part, il y a de la végétation aquatique à la surface du lac, et d'autre part, qu'est-ce qui arrive quand il y a de la végétation riparienne, donc de la végétation dans le pourtour du lac, particulièrement pour les milieux humides. Donc, on a fait une étude sur le lac Mamouy, qui est au nord de l'Alberta. C'est un lac disons, extrême, là, il peut avoir jusqu'à 50% de la superficie du lac là, qui est couvert de végétation aquatique. D'ailleurs, on va sur ce lac-là en airboat, là, avec un bateau avec une hélice derrière, parce que dans les airs, ben, à l'arrière et non dans l'eau, parce que sinon, ce ne serait pas possible d'aller sur le lac. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié la rétrodiffusion du signal à l'aide d'un simulateur pour voir quel sera l'impact de la présence de végétation à la surface, puisque ça risque d'affecter la rétrodiffusion du signal, puis aussi sur la végétation autour du lac, puisque aussi en affectant la rétrodiffusion du signal, ça va affecter, dans le fond, notre évaluation de la superficie du lac. Donc, on a eu la chance dans ce secteur-là d'avoir un vol de Air SWOT. Donc, en préparation pour la mission SWOT, il y a le même capteur radar en bande KA là, qui est embarqué sur un avion et qui a fait certains survols autour de quelques régions. Et donc, le lac Mamouy a été survolé. Et à partir de l'information de Air SWOT, on a estimé la rétrodiffusion de la végétation inondée, végétation riparienne, puis de l'eau et puis du sol qui est très humide autour pour voir est-ce qu'il faut tenir compte de cet effet-là de la végétation. Puis nos conclusions, bien, d'abord, la bonne nouvelle, un gros sourire ou un high five, c'est que pour ce qui est de la végétation aquatique à la surface du lac, en termes de précision, on est dans les requis. Donc, ici, là, j'ai mis les box plots. Donc, on voit les erreurs. Vous allez dire c'est plus que 10 cm. Mais je vous rappelle que ce qu'on veut, c'est un moyenné 1 km². Là, ici, on a pris tous les pixels du
pixel cloud du lac. Donc, si on est moyenné 1 km², on est dans les requis de SWOT. Et on voit qu'il n'y a pas une augmentation là, significative. Donc, tous les scénarios 2 ici sont les scénarios avec la végétation aquatique. Donc, il n'y a pas d'augmentation marquante. Toutefois, la végétation riparienne est plus complexe, semble amener plus d'erreurs. Et ici, ce qu'on voit, c'est en termes de superficie, donc la vraie superficie en fonction aussi de ce qu'on a détecté. Et on voit là la végétation riparienne, l'impact va se faire sentir là, sur l'estimation de la superficie du lac. Et comme cette information-là est utilisée dans l'algorithme de volume, ça va avoir un impact dans l'estimation du volume du lac. Donc, il y a différentes approches qui peuvent être avancées. Éventuellement, on peut penser à des produits qui combineraient soit avec des données RSO, donc radar à synthèse d'ouverture, qui ont une meilleure résolution spatiale et puis qui distinguent bien la végétation inondée, donc en pourtour des lacs. Et donc, on pourrait imaginer là, un produit combiné de niveau 3, par exemple, qui permettrait d'améliorer la superficie des lacs où il y a une forte présence de végétation. Ça reste un enjeu. On va voir avec l'acquisition des données à quel point, parce qu'il faut voir si les rétrodiffusions AirSWOT, si SWOT, ça va être exactement le même impact, donc on ne sera pas à la même altitude. Il y a quand même plusieurs différences entre AirSWOT et SWOT, mais en première approximation, là, la végétation aquatique, les algues en surface, c'est négligeable. Et une préoccupation sur la résolution quand même qui est de 100 mètres pour estimer là, le pourtour du lac. Donc, si on a une meilleure résolution, on estime qu'on aura une meilleure étendue d'eau. L'autre question tout à l'heure qui était dans le chat, la glace, l'hiver, qu'est-ce qui arrive? Okay. Là, vous avez vu, j'ai mis le bonhomme point d'interrogation parce que ça, c'est pas encore un peu flou. Pour le moment, dans le produit, j'ai mis vectorisé, mais c'est aussi dans les produits Pixel Cloud. Il va y avoir 2 flags qui nous disent s'il y a de la glace ou non. Donc, basé sur la climatologie et basé sur des données optiques externes. Donc, c'est actuellement là, un domaine où il y a de l'espace pour la recherche avec SWOT. Il n'y a pas beaucoup de choses qui s'est fait jusqu'à maintenant sur comment le signal SWOT va interagir avec la glace et qu'est-ce qui va arriver aussi lorsqu'on a seulement, par exemple, une portion du lac qui est gelée. Puis qu'une portion qui est en eau libre, puis que SWOT va mesurer une portion, il va y avoir un flag pour nous dire qu'il y a potentiellement de la glace et de faire attention, mais dans les produits niveau 2, on n'ira pas plus loin. Donc, si on veut investiguer plus, eh bien, on pourra peut-être imaginer un produit niveau 3. Il y a une recherche qui est parue récemment, là, mais plus du côté océanographie, sur la glace de rivière pour voir comment SWOT va interagir avec le couvert de glace, mais c'est encore très, très exploratoire, donc ça reste une question plutôt ouverte en termes de glace. Donc, ça fait un peu le tour des de quelques enjeux. Il y en a encore d'autres, des enjeux, mais d'abord les quelques enjeux que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, faire attention aux ellipsoïdes, géoïdes, faire le layover, donc le recouvrement, la végétation, la glace, c'est des choses qui nous concernent ici dans la communauté au Québec là, en lien avec le satellite SWOT lorsqu'on va utiliser les données. Pour les applications possibles, un petit peu. J'ai une question juste avant ici. Est-ce que les données collectées qui sont considérées comme du dark water combinées avec les enjeux de biais liés à la végétation ne seront pas utilisables ou il y aurait des corrections de biais qui permettraient de les utiliser?
Donc, le dark water va être identifié dans les produits. Il ne semble pas n'avoir de billets nécessaires. Ben, oui, parce qu'il va peut-être avoir une sous-estimation. Il va être possible, d'après moi, de corriger le fait qu'on va sous-estimer les superficies avec des données auxiliaires, donc avec d'autres données, donc comme les données radar Sentinel-1 ou radar SAT. Donc, après ça, je vais rester dans les enjeux avant de parler des applications parce qu'il y a plusieurs questions dans le chat, Daniel. Donc, j'aimerais ça juste... est-ce que pour ce qui est de la question précédente, là, au niveau du billet Darkwater, donc, le Darkwater, il n'amènera pas de billet parce que il va être, statistiquement, il va être comme recalculé, si on peut dire, tenu en compte en termes de Darkwater à cause de la base de données a priori. Donc, le Darkwater va être identifié comme quoi il y a une superficie de Darkwater dans le lac, par exemple. Mais lorsqu'on va estimer la superficie du lac, bien, on va avoir corrigé l'effet du Darkwater. Donc, le Darkwater ne va pas amener de billet. Pour ce qui est de la végétation, le billet se fait sur le pourtour du lac. Mais est-ce que c'est exactement lié uniquement à la végétation ou des pourtours de lac qui sont plus variables ou plus en dentelle, comme on dit, avec une résolution de 100 mètres, mais ça se peut qu'on ait une perte là, de précision sur la superficie du lac dans les pourtours. Donc, ça, c'est pour la première question du chat que je vois. Dans la deuxième question, est-ce qu'il y a des méthodes d'analyse pour pallier aux variations de volume d'un passage à l'autre? Dans le cas de recouvrement partiel, considérez-vous que les variations dans le cycle de 21 jours est négligeable par rapport à la précision? Je ne sais pas qui a posé la question. Donc, Mathieu, c'est une question là, qui ouvre encore plein d'autres questions, plein d'autres enjeux. Il va y avoir des lacs, comme vous l'avez vu, qui ont un recouvrement partiel. Donc, dans la base de données, a priori, il va y avoir aussi dans les produits, il y a les single pass puis il y a les average qui vont combiner pour avoir une superficie combinée. Sinon, mais on va avoir des flags qui vont être indiqués aussi si jamais il y a un lac qui est partiel. Mais on peut aller plus loin aussi. Il peut y avoir des variations parce que l'algorithme de variation de volume va extrapoler le contour en fonction du niveau de l'eau, puis il va calculer la variation de volume entre chaque passage et non entre chaque cycle. Donc, il va y avoir un produit de variation de volume entre chaque cycle. Fait que là, entre chaque cycle, on est plus sûr qu'on a la même configuration. Donc, si on a une variation d'élévation superficie, on a les mêmes erreurs, entre guillemets, ou des erreurs plus similaires que si on est entre chaque passage, où parfois on regarde à gauche, parfois on regarde à droite. Donc, le fait, comme au début que je montrais, que la résolution varie entre le proche nadir et le plus loin nadir, là, dépendamment de la fauchée, ça peut faire qu'on n'a pas la même erreur qui va arriver en termes de détection de la superficie du lac si on est dans une fauchée ou dans une autre. C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Quelle sera l'ampleur de cette variation-là? Ça va varier beaucoup en fonction du lac. Si on a un beau lac rond, okay, bien, les erreurs risquent d'être beaucoup plus négligeables si on a juste une partie qui est recouverte que si on a un lac qui a beaucoup de baies, d'îles, et puis qui est beaucoup plus complexe. Donc, ça va vraiment varier d'un lac à l'autre. Et puis, c'est ce qu'on est en train d'étudier dans le projet SNORCS avec l'équipe du CNES et du LEGOS en France, là, à savoir différentes configurations de lacs, quelles vont être les erreurs en termes de l'estimation de la variation de volume. Donc,
pour les lacs canadiens où il y a beaucoup de lacs complexes, on pense éventuellement à combiner l'information de SWOT qui va nous donner l'élévation de l'eau, information qu'on n'a pas actuellement à l'échelle du lac, avec l'information déjà disponible, par exemple, au niveau des satellites radars. Mais là, il va y avoir un délai entre l'acquisition radar et l'acquisition SWOT de quelques jours. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, je ne sais pas si ça a bien répondu à la question de Mathieu, mais c'est un enjeu. L'algorithme de variation de volume, l'enjeu est plus sur la superficie que sur l'élévation de l'eau. Il y a beaucoup de recherches qui se fait actuellement sur cet aspect-là. Mais il nous reste juste un an avant le lancement du satellite. Donc, je voulais vous mentionner, avant de parler d'applications, puis je vais revenir sur ces enjeux-là dans les applications, du SWOT Early Adopters de la NASA. Donc, c'est un groupe, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir là, sur le site Internet. Dans le fond, c'est des rencontres là, justement pour informer sur les différents produits, sur ce qui va être possible de faire exactement avec SWOT pour des organisations. Donc, ça n'a pas un objectif, ce n'est pas pour des chercheurs scientifiques, mais vraiment pour des organisations qui éventuellement adopteraient les produits SWOT. Donc, si ça vous concerne, je vous invite à aller voir les SWOT Early Adopters et vous aurez plus d'informations. Le petit point au Québec, c'est Environnement et Changement climatique Canada qui fait partie des SWOT Early Adopters. Je voulais vous parler de différentes applications possibles en hydrologie parce qu'on se demande, bon, SWOT, ça va être des avancées majeures en termes d'informations hydrologiques sur les eaux intérieures, mais là, depuis le début, je pense que vous voyez qu'il y a différents enjeux d'orbite, de disponibilité, d'incertitude, etc., d'enjeux et tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec SWOT en hydrologie? Il y a toute la question des variations de volume pour les réservoirs. Donc, c'est des choses qui ont déjà été étudiées, à quel point on va avoir une bonne précision pour, par exemple, tous les lacs et tous les réservoirs où on n'a pas de station hydrométrique actuellement. Ça va quand même pour la majorité des réservoirs. Moi, je vous ai présenté des enjeux, là, parce que dans SNORCS, on se concentre sur tous les cas problématiques. Mais il y a une grande majorité de lacs, là, si vous allez voir dans les articles, où on va retrouver là, des estimations qui vont être utiles pour estimer les variations de volume dans les réservoirs. Dans mon équipe de recherche, on a travaillé sur, par exemple, ici, là, un exemple au Québec, sur le réservoir Eastman 1. Il y a la mémoire de maîtrise de Sébastien Langlois qui est disponible, que vous pouvez aller voir. Donc, justement, dans le cas de Eastman, on a donc la ligne rouge, c'est imaginons le nadir. Donc, on va avoir cette portion-là qui n'est pas vue, puis cette portion-là ici qui va être vue. Okay? Donc, on a 3 passages là ici qui couvrent partiellement le lac, le réservoir. Donc, comment on peut utiliser ces données-là combinées donc, pour aller chercher là, de l'information au niveau du bilan hydrique? Des questions, c'est est-ce qu'on peut utiliser SWOT pour aider à reconstituer les apports au réservoir, par exemple? Donc, c'est une des grandes questions. La réponse, c'est oui et non. Donc, oui, on peut, faire attention avec certaines précautions. Donc, les résultats ici, vous pourrez aller voir en détail. Là, je vais vraiment juste vous montrer le genre d'application qu'on peut utiliser. Donc, on a utilisé un simulateur, ou Sébastien a utilisé un simulateur qui est
disponible, le simulateur qu'on appelle du CNES, qui permet de simuler les erreurs des produits SWOT à partir d'informations hydrométriques qu'on aurait déjà et puis de caractéristiques du territoire. Donc, à partir de simulations SWOT, bien, Sébastien a évalué d'abord le volume du réservoir et également les apports au réservoir, donc les apports estimés par SWOT, puis les apports estimés par des stations de mesure. Donc, je vous laisse décider si ça vous convient en termes de précision ou non. C'est le genre d'étude qui peut être faite, d'application qui peut être faite en hydrologie. D'autres applications qui peuvent être faites en hydrologie, c'est à plus grande échelle, je dirais. Donc, un projet là, qui est en cours là, par une étudiante à la maîtrise vise à voir si on peut utiliser des données SWOT dans un modèle comme le modèle WRF-Hydro, qui est un modèle à plus grande résolution. Il y a beaucoup de projets, je dirais, qui sont, là je vous parle d'applications en hydrologie, en hydraulique, mais il y a aussi des applications dans les modèles climatiques. Puis là, il y a l'océan, tout ce qui est océan avec climat et tout. Donc, tous ces aspects-là aussi, là, il y a beaucoup de recherches qui se fait pour voir les applications qui vont être possibles en hydrologie. Et donc, dans ce projet-là, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce qu'on peut, dans le modèle WRF-Hydro, par exemple, corriger, mieux paramétrer les lacs et les réservoirs dans le modèle. Donc, encore là, on va avoir un modèle hydrologique, on va avoir des simulations du simulateur du CNES et l'idée, c'est de venir mettre à jour les paramètres lacs du modèle au fur et à mesure qu'on a des observations pour voir si on est capable d'améliorer les simulations avec le modèle WRF-Hydro. Donc, l'idée, vraiment, vous voyez, c'est plus dans une optique de calage de modèles que d'assimilation de données. Il y a quelques études en assimilation de données, mais plus en calage. Donc, le projet ici sur le secteur du Grand Lac Saint-François, en Estrie, puisqu'en plus, il va être dans l'orbite de calibration. Donc, c'est un secteur sur lequel on travaille beaucoup avec le modèle Hydrotel. Donc, comment on peut générer, comment on peut améliorer les caractéristiques des lacs dans le modèle Hydrotel à l'aide des données SWOT. Donc ici, on est très donné sur les lacs dans les modèles hydrologiques, mais on peut imaginer le même genre de projet au niveau des débits. Je vous ai mis ici le lien de GitHub pour le simulateur si jamais vous voulez vous amuser sur vos sites d'études. Une application qui a été faite récemment, là, la question tout à l'heure, est-ce qu'on va remplacer les stations hydrométriques par SWOT? Ici, c'est vraiment une étude qui vient d'être publiée pour voir, l'idée, ce n'est pas de remplacer, mais c'est de compléter, étant donné qu'on est non uniforme ni dans le temps, ni dans l'espace, au niveau des données SWOT. Mais on a quand même une certaine spatialisation au niveau des tronçons. Donc, on va avoir plusieurs tronçons qui sont visibles, donc plusieurs tronçons de rivière où on va pouvoir estimer là, les débits. Donc, je vous invite à aller voir l'article si ça vous intéresse pour voir là, à quel point on peut utiliser SWOT pour le calage des modèles hydrologiques. Mais c'est envisagé, c'est vraiment une des applications qui est envisagée, c'est d'utiliser les données SWOT pour caler les modèles hydrologiques. Pour ce qui est de la simulation de données, puisqu'on en entend souvent parler, donc l'intégration optimale des observations avec les modèles, il y a des études qui se font dans des modèles hydrologiques à plus large échelle, donc sur des bassins versants. Juste ici, là, je vous fais remarquer que la taille du bassin versant est de 525 000 km².
okay, qui est étudié, là, donc pour avoir beaucoup d'observations. Donc, on est beaucoup dans les grands bassins versants puisqu'on regarde des rivières de 100 mètres de large, 50 mètres de large et plus. Donc, il y a des études en termes d'assimilation de données. Les études en assimilation de données sont utiles en termes d'application en hydrologie, puisque ça nous permet de savoir quelle sera la plus-value, mais c'est du long terme. C'est dans l'objectif de venir convaincre qu'un satellite comme SWOT va être utile et devrait devenir opérationnel. Parce que je vous rappelle que la mission est de l'ordre de quelques années, 3 à 5 ans, et que pour le moment, on a quand même un temps entre un temps entre l'acquisition et la donnée disponible d'environ de 3 ou 45 jours. On va espérer 3 jours. Donc, il faut voir comment on peut assimiler cette donnée-là si elle n'est pas en temps réel. Pour l'instant, dans les études d'assimilation de données, on ne va pas jusqu'à ce niveau-là. On voit est-ce qu'on utilise des simulateurs, est-ce qu'on est capable d'améliorer notre estimation des débits, donc avec de la simulation de données qui provient du satellite SWOT. Pour ce qui est des applications en hydraulique, bien, c'est quand même un changement important où on va avoir de l'information sur la pente, donc sur les profils, à tous les 10 km, des fois moins. On va avoir de l'information sur les niveaux d'eau, sur tous les tronçons de rivière, 50 mètres et plus, là, avec 200 mètres. Donc, la question, c'est comment on va pouvoir utiliser cette information-là en hydraulique. Donc, est-ce qu'on peut imaginer des nouvelles méthodes de calage des modèles hydrauliques en utilisant la donnée SWOT pour les rivières qui sont dans la base de données a priori. Donc, c'est tout ça qui est en train d'être investigué là, à travers différentes études là, au niveau de l'hydraulique. Donc, comment utiliser cette information-là qui est tout simplement pas disponible jusqu'à date là, au niveau des profils, où on va avoir cette information-là plusieurs fois. Là, donc, par exemple, cette information-là, elle est disponible avec le LIDAR, en partie lorsque le LIDAR a été acquis de manière hydrauliquement cohérente. Là, avec SWOT, bien, on va avoir plusieurs mesures de profil. Donc, comment ça peut être utilisé. Donc, on a différents projets où on se pose cette question-là. D'une part, comment on va pouvoir... D'abord, c'est quoi l'erreur sur les produits SWOT? Mais comment on va pouvoir intégrer les données SWOT et aussi potentiellement les données RSO en termes de lac dans les modèles hydrodynamiques tels que les SPLOD ou ECRAS, qui sont au Québec, du moins 2 modèles qui sont utilisés pour définir la cartographie des zones inondables. Donc, comment on pourrait, dans un modèle SPLOD, utiliser l'information SWOT pour aider à reconstruire la bathymétrie, par exemple, lorsqu'elle n'est pas disponible. Mais encore là, il faut penser que c'est 50 mètres de large et plus. Et dans les modèles ECRAS, comment SWOT pourra être utilisé pour venir caler les modèles hydrauliques. Donc, encore là, vous voyez, on est plus dans une optique calibration, calage de modèles qu'une optique corrigée d'assimilation de données au niveau opérationnel. Ouais. On a une question, Mélanie, de Samer Al-Gabara à Hydro-Québec. On demande quelle est l'espérance de la continuité des services de SWOT? En d'autres mots, est-ce qu'on peut garantir la disponibilité des données au-delà des 3 ans? Puis on demande aussi est-ce que les organismes vont devoir débourser pour ces données ou ça va être gratuit? OK, je ne le vois pas dans le chat, la question, mais les données sont gratuites. OK? Donc, ça, c'est la première chose. La NASA, le CNES, toutes les données vont être facilement accessibles dans des formats facilement traitables.
On parle de NetCDF, on parle de Shapefile. Donc, on a d'autres produits, peut-être que vous avez en tête certains produits où, par exemple, la grille est plus ou moins agréable, disons, à traiter. Donc, ici, on a, par exemple, le raster, il est en UTM. Okay? Donc, la donnée est gratuite, facilement accessible. Ensuite, la pérennité, c'est un nouveau concept de satellite. Donc, pour le moment, il n'y a pas de garantie que ça va être, qu'il va y avoir un successeur à SWOT. Donc, il y a toute l'utilité de SWOT en termes de caractériser la ressource en eau pendant la période de 3 à 5 ans. Donc, durant cette période de 3 à 5 ans-là, on va avoir les données, si tout va bien, toujours. Donc, on va avoir des données et ça va nous aider à mieux comprendre en termes d'hydrologie, en termes d'hydraulique. Pour ce qui est d'un futur satellite, c'est pour ça que les études, par exemple, en assimilation de données ou en utilisation opérationnelle des données sont importantes, puisqu'après le lancement, il va falloir convaincre la NASA et le CNES, là, comme c'est le cas pour chaque mission. Toutes les missions ont débuté, tous les concepts de satellites ont débuté par être des satellites scientifiques. Ça se parle déjà de convaincre d'avoir un SWOT opérationnel. Donc, oui, ça se parle, mais il n'y a pas de certitude. Puis, il faut voir la plus-value va être importante autant au niveau océanographique, puis pour les modèles de climat, que pour la communauté d'hydrologues et d'hydrauliciens. Donc, il y a un poids très fort là, qui est mis aussi de toute la communauté océan, puis la communauté modèles climatiques pour améliorer les modèles climatiques. Puis eux, c'est l'assimilation de données, ça fait partie là, des modèles climatiques. Et que pour tout ce qui est modèle climatique, c'est vraiment un désir que la mission devienne pérenne. Mais en date d'aujourd'hui, on ne peut pas dire si ça va être fait. Donc, je vous ai mis ici des références. Donc, les références PODAC, ici, c'est vraiment si vous voulez avoir du détail sur tous les produits, plus en détail que ce que je vous ai présenté. Aussi, si vous voulez avoir les mises à jour des produits average, puis du floodmap floodplain map qui va éventuellement être disponible. Le site d'Aviso est vraiment plein d'informations gratuites, disponibles facilement. Vous avez sur le site d'Aviso les vidéos que je vous ai présentées là, de vulgarisation. Vous avez les KML, Shapefile des orbites. Et vous avez aussi les différentes présentations du SWOT Science Team. Donc, vous pouvez aller les voir et puis aller consulter. Le dernier SWOT Science Team qui a eu lieu mi-septembre, ils ne sont pas encore sur le site, mais ils devraient l'être peut-être d'ici un mois. Le site des Early Adopters. Différentes références très utilisées là, pour les algorithmes de débit, pour le satellite lui-même, pour les algorithmes de débit. Et pour la base de données SWORD, que vous pouvez télécharger également pour voir sur le secteur d'études comment seront définis les tronçons. Des références en lien avec les enjeux que je vous ai présentés ici, là, de recouvrement de végétation et de glace. Donc, comment va être identifié le flag pour la glace dans SWOT. Si vous voulez plus d'informations sur les géoïdes également. Et différentes références là, pour quelques applications que j'ai présentées. Vous allez voir, là, il y en a d'autres également que vous pouvez trouver. Vous allez voir beaucoup d'articles sur l'assimilation des données SWOT pour estimer les débits dans l'algorithme.
Donc, dans les algorithmes, vous allez voir beaucoup d'études d'assimilation de données avec SWOT, mais c'est dans une idée d'assimiler les données SWOT observables dans les modèles, les lois de conservation là, de mécanique des fluides pour estimer les débits. Donc, en termes d'application, d'assimilation des données SWOT pour, par exemple, faire de la cartographie de zones inondables ou autre, ça, il y a beaucoup moins d'applications actuellement qui sont dans la littérature. Les données sont pas, le satellite n'est pas encore lancé, puis il y a encore beaucoup de recherches qui doivent se faire en amont. Donc, c'est ce qui termine ma présentation sur SWOT. J'espère que vous connaissez un petit peu plus le satellite maintenant. Puis, si vous avez des questions, c'est le moment là, pour les poser. Vous pouvez les poser oralement aussi, si vous préférez. C'est clair pour tout le monde. On peut avoir une discussion aussi sur SWOT. Je vais vous remettre ici, là, ces deux sites-là, là, ça va vous donner beaucoup de... Vous avez aussi des exemples dans le PODAC, là, des exemples de shapefile à quoi va ressembler là, le produit shapefile que vous pouvez télécharger puis voir jouer avec. Là. Puis la question, c'est d'ici le lancement du satellite, qu'est-ce qu'on fait pour vous faire des études d'application? On utilise le simulateur du CNES. Bon, il existe 2 simulateurs actuellement. Il y a un simulateur qui a été développé par le GPL que vous n'aurez pas accès. C'est extrêmement difficile d'avoir accès au simulateur du GPL. Il ne roule qu'au GPL. Et ce simulateur-là va vraiment simuler toutes les erreurs de SWOT. Okay? Donc, de recouvrement, de coefficient de rétrodiffusion, de déroulement de la phase, d'un niveau de complexité vraiment là, détaillé. Donc, il existe ce simulateur-là qui est plus pour comprendre le signal. Faire une simulation, c'est extrêmement long. Semaine, lire. Okay? Donc, ça, c'est une chose que vous allez peut-être lire dans la littérature. Mais il y a aussi le simulateur qui a été développé par le CNES, qui est un simulateur qui va reproduire les erreurs de SWOT. Donc, et ce simulateur-là, on peut l'utiliser soit à partir, on peut monter un modèle hydraulique, puis perturber selon les incertitudes, mais c'est exactement ça que fait le simulateur. Donc, c'est mieux d'utiliser le simulateur, de prendre les résultats du modèle hydraulique, puis de les mettre dans le simulateur. À ce moment-là, on va travailler avec un NetCDS. Mais le simulateur peut être beaucoup plus convivial que ça. Donc, le simulateur, vous pouvez utiliser, si vous avez un lac, par exemple, uniquement un shapefile du lac et une station hydrométrique, par exemple. Et puis là, bien, vous pouvez simuler juste avec l'information du shapefile et de l'élévation. Donc, les orbites, qu'est-ce qui va être vu? Puis vous allez avoir le pixel cloud et vous allez avoir les différents produits lacs et rivières pour votre secteur d'études. Pour les rivières, c'est mieux d'utiliser un modèle hydraulique. Sinon, il faut donner une élévation moyenne par tronçon. Mais donc, vous pouvez aller faire des simulations sur vos secteurs d'études avec le simulateur du CNES pour représenter les erreurs là, de SWOT. Et aussi, surtout, c'est que vous allez voir les passages, les orbites dans le simulateur du CNES. Vous allez avoir exactement les bons passages sur votre secteur d'études. Donc, il va simuler comme si le satellite était lancé le 18 novembre 2022. Là. Donc là, vous allez avoir des dates, là, genre le 3 août 2023, ou des choses comme ça. Vous allez avoir des dates où vous avez, mais vous allez pouvoir voir cette récurrence-là, à quelle récurrence vous avez des observations, puis sur quelle portion de rivière, comment est séparé vos tronçons, etc. Et je conseille vraiment d'aller utiliser le simulateur du CNES, qui est sur GitHub. Ça sent l'heure du lunch tranquillement. Peut-être qu'on peut te remercier, Mélanie, encore une fois pour l'excellent atelier, vraiment très utile.
beaucoup d'applications potentielles en hydrologie, en hydraulique. Fait que je pense que ça a intéressé beaucoup de gens. Belle diversité de la provenance des participants aussi qu'on peut noter. Fait que merci beaucoup. Merci à tous les participants. Et puis, au plaisir de vous revoir lors d'un prochain atelier. Merci à Centro pour l'organisation.